Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Vous l'avez sans doute vu, la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, faut s'habituer, a entamé ses activités ce mois-ci et c'est fascinant, c'est enlevant. Moi, j'ai regardé des matchs, puis c'est enlevant. Et l'équipe de Montréal a même remporté sa première victoire à domicile, mercredi, devant un aréna de Laval, à guichet fermé ou presque. Et pour en discuter, j'ai avec moi la ministre Isabelle Charest, responsable du sport, du loisir et ancienne ministre de la Condition féminine, je tiens à le dire. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, d'abord, je vais vous demander, avez-vous regardé des matchs jusqu'à maintenant? Avez-vous? Parce que c'est assez enlevant, comme je le disais. Oui, tout à fait. J'ai pas eu l'occasion encore d'assister à un match, mais je me promets de le faire. Mais j'ai eu quand même l'occasion à plusieurs reprises de voir le calibre que ces joueuses-là peuvent avoir parce que j'ai pu les voir en action aux Jeux olympiques, entre autres. Alors, évidemment, je sais à quoi m'attendre et je sais que c'est de l'excellent calibre, du jeu raffiné, du jeu intelligent. Alors, bien hâte de pouvoir le voir, le constater de visu. Vous avez été une patineuse olympique. Est-ce qu'ils ont des bons coups de patin, les filles? Oui, ils ont des bons coups de patin. Moi, ce que j'aime, évidemment, il y a toujours, puis au hockey et dans les autres sports, je pense que le sport féminin est un sport qui est un peu plus fin, un peu plus intelligent, un peu plus songé dans les. Moi, je trouve, en tout cas, on voit une certaine finesse parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de robustesse puis un peu moins de contact. Donc, ça fait en sorte que les jeux peuvent s'élaborer un petit peu plus franchement. Alors, je trouve que c'est toujours plaisant de voir du sport féminin. Est-ce que le gouvernement du Québec est mêlé de quelque façon que ce soit à l'émergence de cette nouvelle ligue-là puis de cette équipe-là? De cette ligue-là, non. On avait eu des rencontres avec certains dirigeants à un certain moment où il y avait aucune demande financière. En fait, ils voulaient nous tenir au courant de ce qui allait se faire et tout. Par contre, on sait qu'on finance le centre d'entraînement là pour les femmes là à Verdun. Donc, évidemment, on a à cœur de faire en sorte que les filles puissent progresser dans ce beau sport. Je vous pose la question parce que je sais votre gouvernement très intéressé par le hockey. On l'a vu avec l'aide que vous avez accordée aux Kings de Los Angeles. Puis je me demandais, une équipe à Québec de cette ligue-là, est-ce que ça serait pas une bonne idée? Là, il y a la chef de Transition Québec ici, qui est conseillère municipale à Québec, Jackie Smith, qui invitait les politiciens à abandonner, là, je lis sa citation, le rêve nostalgique et pas réaliste d'un éventuel retour des Nordiques pour se concentrer sur l'avenir du hockey féminin. Ça serait pas une bonne idée d'avoir une équipe ici au Centre Vidéotron? C'est sûr que c'est toujours une bonne idée d'avoir des équipes féminines partout, le plus d'endroits possible. Maintenant, quand à une implication, il s'agit quand même des ligues professionnelles et tout. Je pense qu'on n'est pas encore rendu à ces discussions-là, mais je ferme pas la porte, mais encore là, il y a absolument rien sur la table. Puis Non. non, c'est sorti là comme ça ce matin là, mais il y a pas eu de discussion à cet effet-là. Là. Parce que ça pourrait compenser en partie. Là, on a les remparts qui compensent pour l'absence des Nordiques. Cet amphithéâtre-là a été construit pour ça. Est-ce que ça pourrait pas compenser aussi? Parce que ça semble être assez populaire. Là, comme je disais, à Laval, c'était à guichet fermé et les gens semblent suivre ça. D'ailleurs, sur la télé publique, c'est intéressant de voir ça. J'ai vu ça à Radio-Canada l'autre soir, donc c'était fascinant. C'est intéressant, effectivement, de voir à quel point il y a un engouement pour le sport féminin. Juste de voir que même aux nouvelles, on en parle davantage, hein, puis ça fait la une des manchettes, puis ça, je trouve ça très, très intéressant, puis il y a eu une progression. Évidemment, de voir que ça se perpétue, puis que c'est pas juste pour les premiers matchs. Je pense aussi que ça va être de belle augure pour le développement du sport, mais encore une fois, je pense que ce serait prématuré là, de dire que on s'investit dans un projet comme celui-là. Je pense qu'on est encore au stade de faire en
sorte que le sport se développe pour les filles Mhm. partout à travers le Québec, parce que on sait qu'au Québec, le hockey féminin est Vous moins voulez dire le pratiqué sport qu'en amateur? Le sport amateur. ben, du sport amateur, oui, mais aussi, tu sais, si on parle plus spécifiquement du hockey, on sait que le hockey est moins pratiqué par les filles en proportion qu'en Mhm. Ontario, par exemple. Donc, évidemment, on essaie de trouver des façons de travailler. Je suis en contact avec Hockey Québec régulièrement. J'avais une rencontre avec Jocelyn Thibault, pas plus tard qu'avant hier. Je l'ai vu hier aussi dans une ouverture de tournoi de hockey. Mais bref, c'est sûr que le développement du hockey chez les femmes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais évidemment, tous les sports et le développement du sport féminin, évidemment, ça fait partie de mes grandes priorités. Parce qu'il y a des vedettes là qui s'imposent. Je pense à Marie-Philippe Poulain, si je me Oui? trompe pas de nom. Non, Donc, vous ne trompez pas. j'ai toujours peur. Donc, c'est ça. Et ça peut inspirer des jeunes filles. Oui, tout à fait. Alors, une équipe de hockey professionnelle, vu qu'on aide les Kings, pourquoi on n'aiderait pas les Queens? C'est un parallèle qui est un peu boiteux, mais je, on verra comment on pourra, si jamais il y a des choses qui se présentent, mais effectivement, ce serait pas une offensive exclusive. Puis d'ailleurs, pour le retour des Nordiques, ce qu'on dit, c'est pas que le gouvernement va acheter une franchise ou va posséder cette équipe-là. Puis il faudrait que quelqu'un s'investisse puis que le fasse. Oui. Je pense que l'investissement a déjà été fait avec l'amphithéâtre. Maintenant, s'il y avait des propositions, s'il y avait des gens qui veulent s'investir dans le hockey féminin, ben on pourra discuter, là, mais à cette étape-ci, il n'y a absolument aucune discussion sur la Non. table. Non, mais est-ce que ça pourrait pas être un beau projet pour le gouvernement? On C'est-à-dire peut, mais on d'inciter. parle de façon très hypothétique, mais absolument. Mais c'est Je comme pense ça que les idées naissent, Isabelle Charret. oui, C'est comme tout ça que à les fait. bonnes idées naissent. Oui, Hein? Quand on absolument. pense que ça fait combien d'années là qu'on nous bassine avec le retour des Nordiques ici, la compagnie pour laquelle je travaille, mais aussi le maire de Québec, tout ça, on a entendu même le premier ministre très récemment dire que ça prenait ça. Donc, est-ce que ça pourrait pas être une idée surprenante et qui serait à même de, comment dire, de recueillir un certain appui populaire? Ce serait à voir. Honnêtement, il faudrait se pencher un peu plus sur le dossier pour dire veut-on aller dans cette direction-là. Maintenant, encore une fois, pour moi, ce qui est un défi important, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de filles, de femmes qui participent, que ce soit au hockey ou que ce soit à d'autres sports. Mhm. Donc, voilà. Donc, je m'y attarde à tous les jours de faire en sorte que le milieu soit plus attractif pour les filles puis les femmes. Puis En on tout cas, continue à travailler dedans. si ça devient un projet, tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Absolument, tout à fait. Vous Tout à avez fait. dit, vous avez dit l'année passée que les femmes pourraient rendre le hockey moins toxique. Donc, l'implication des femmes, notamment dans la Ligue junior majeure du Québec, ça serait bon. Est-ce que vous avez cette impression-là en regardant les filles jouer? Tout à l'heure, vous Ben, avez c'est dit sûr. c'est plus fin, c'est plus raffiné. Oui, ben moi je pense qu'effectivement le sport féminin amène une dimension différente. Bon, entre autres, puis vous savez à quel point j'ai été très proactive sur le dossier des bagarres avec la Ligue junior majeure du Québec. Donc les Mhm. ligues féminines, les bagarres ne sont pas autorisées. Donc évidemment ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour les ligues masculines parce que je pense que la Constitution est quand même, les femmes font de la boxe puis les hommes font de la boxe, mais là, il s'agit pas d'un sport de combat, il s'agit d'un sport d'équipe, puis tous Puis les ça, autres ça amène sports, à rien à la ça partie amène, de ça amène Mm. rien à la partie de hockey. Donc, évidemment, je Mm. suis très satisfaite des progrès qui ont été faits avec la Ligue junior majeure du Québec. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi depuis les derniers temps. Là, je dis la Ligue junior majeure du Québec, mais c'est rendu la Ligue junior maritime Québec, là, mais on va s'habituer à ça aussi. Mais je pense qu'effectivement, qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont impliquées dans le dossier, qui amènent un regard différent. Je pense qu'il y a des mentalités
qui doivent évoluer, qui doivent s'adapter aussi aux nouvelles réalités. Je pense le milieu du hockey est quand même assez réfractaire au changement par rapport à d'autres sports. Je pense qu'ils sont un peu, je sais pas, plus des vieilles mentalités, mais c'est appelé à changer. Et c'est pas étranger au fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent, qui s'affairent à changer un peu le produit, qui va répondre un peu plus au goût et aux aspirations des femmes aussi. Puis, je pense les femmes sont capables d'être agressives. Absolument, vous avez absolument. dit, la boxe et là, je lis un compte rendu justement du match de l'autre soir et je vous lis là. On aurait pu croire qu'une bagarre allait éclater à tout moment car les deux équipes, c'était Montréal contre New York, ont fait preuve d'une grande intensité afin de tenter de remporter la victoire à Laval. Et donc, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, ça se batte aussi chez les femmes et ça me rappelle une phrase d'une célèbre féministe française, Elisabeth Badinter, la femme est un homme comme les autres. Vous n'avez pas cette impression-là que plus ça va évoluer, peut-être qu'il va y avoir de l'intensité et des batailles là aussi? Ah ben là, je pense que vous me prêtez des mots parce que j'ai pas dit que les femmes étaient pas agressives, j'ai pas dit que les femmes étaient pas intenses sur le jeu, absolument pas. Vous avez dit moins toxique. J'ai dans une autre discussion, puis c'était sur le climat, mais les femmes sur le jeu sont tout aussi agressives, tout aussi intenses, tout aussi impliquées, puis investies dans leur performance. Puis oui, ça peut arriver des bagarres, ça peut arriver dans tous les sports des bagarres. Là où j'ai un problème, c'est quand on les permet, puis quand on les réglemente. Parce que ça n'a pas sa place. Donc, évidemment, mais oui, il peut y avoir des escarmouches entre deux filles sur le terrain. Il y en a au soccer, il y en a dans tous les sports. Et au patin de vitesse, est-ce qu'il y en avait? Des bagarres, ça arrivait pas, là, mais c'est sûr. Oui, il y avait des fois dans les comment dire le patin intérieur là, ça joue dur des fois. Ça joue dur, puis ça joue dur chez les femmes aussi. Je pense que ça, il y a pas de différence entre les deux, mais c'est sûr que les bagarres, ça arrive pas dans le contexte de notre sport. Ça peut peut-être arriver une fois, mais pas sur la glace, en dehors de la glace. Ah oui? Mais ça, c'est comme ça vous impliquait ou? Pas du tout. Non, moi, non, pas du tout. Vous êtes une douce. Je suis une douce, oui. OK. Ben, très bien. Merci beaucoup, Isabelle Charest. C'est un plaisir de vous parler. Ça me fait plaisir aussi. Puis tenez-nous au courant, là, pour les Nordiques. Oui, absolument. Les femmes nordiques de Québec. J'y manquerai pas. Au revoir. Merci. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Actuellement, tout le Québec est suspendu au vote des syndiqués qui vont accepter ou rejeter les ententes de principe avec le gouvernement du Québec, évidemment. Les grèves de 2023, surtout celles de la FAE, ont été historiques. C'est pas la première fois qu'on assiste pourtant à un choc entre l'État et ses employés. Et pour contraster ce qu'on vit actuellement avec des précédents historiques importants, j'ai avec moi l'historien Martin Paquette de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et Gisèle Galichan, qui est journaliste, membre émérite de la Tribune de la presse. Bonjour Gisèle. Bonjour Antoine. Alors, il y a deux moments là avec lesquels j'aimerais qu'on contraste 2023-2024. C'est d'abord 1972, emprisonnement des chefs syndicaux. Et ça, Gisèle, je pense que tu t'en souviens, tu m'as dit en pré-entrevue que tu avais même vécu ces événements-là comme journaliste. Oui. Puis le deuxième, c'est 1983, après le fameux affrontement de René Lévesque avec ses fonctionnaires où il avait baissé les salaires radicalement. Il y a eu des grèves importantes. Puis là, je vais m'adresser surtout à Martin Paquette, qui en fait dans son livre Brève histoire de la Révolution tranquille, la fin de la Révolution tranquille. Donc, commençons par 1972. Gisèle, parle-nous de tes souvenirs, puis essaie de contraster avec aujourd'hui, 2023. Je vais, oui, parce que là, Antoine, vous tenez compte, et Martin, que vous me demandez de remonter plus d'un demi-siècle en arrière. Ben oui. Mais il est possible que la chronologie ait quelques inexactitudes, mais mon conjoint, Gilles Normand,
m'a toujours, qui est décédé l'été dernier, me dit, il était délégué syndical du journal La Presse, et il m'a toujours dit que le conflit au journal La Presse à l'automne et pendant l'été 71 jusqu'à l'automne, donc 7 mois de grève et peut-être plus, a été l'embryon du Front commun. Ah oui? Ça, il m'a toujours raconté ça, que c'est à ce moment-là que les typographes FTQ et les journalistes CSN, surtout lorsque le lockout est arrivé de la part de M. Desmarais, il y a eu à ce moment-là une complicité et ça a commencé à cimenter. Okay. Et pendant ce temps-là, nous, à la tribune de la presse, on constatait qu'au niveau gouvernemental, vous savez M. Jean Cournoyer, ancien négociateur en chef du gouvernement de l'Union nationale et ministre de l'Union nationale, ministre du Travail, du Travail et de la fonction publique de Jean-Jacques Bertrand, était devenu ministre du Travail de Robert Bourassa. Oui. Et il s'était formé, je crois que c'est à peu près à l'été ou l'automne 71, un comité de coordination de négociation. Jean-Paul Lallier était ministre de la fonction publique, lui, et il souhaitait des négociations en secteur plus. Mais il fut décidé que c'était au niveau du comité de coordination que ça allait négocier du côté du gouvernement. Donc, tacitement, on se trouvait à reconnaître comme interlocuteur cette espèce de front commun qui s'était un peu formé dans l'entreprise privée, là, au niveau des négociations du secteur privé, auquel s'est donc joint, à ce moment-là, peut-être Raymond Laliberté, si Yvon Charbonneau n'était pas encore arrivé. Alors, à ce moment-là, à la CEQ, donc à ce moment-là... Ça, c'est vraiment un parallèle, Gisèle, qu'on peut faire entre 2023 et 72, c'est-à-dire qu'il y a eu un front commun des syndicats pour faire face au gouvernement, pour négocier avec le gouvernement. Et qui s'est formé un peu, comme je vous l'ai dit, d'abord dans le secteur privé, le secteur de la presse, et puis au niveau de la grève de la presse. Et puis après ça, le Front commun est arrivé dans le secteur public. Oui. Donc, et les chefs, vous parliez de l'emprisonnement des chefs, avaient annoncé, ils voulaient avoir, je pense, c'était $100 par semaine du côté de la CSN sûrement, là. En tout cas, et ils avaient annoncé une grève générale illimitée. Là, on se situe en début de 72. Et le gouvernement avait donc émis des injonctions en disant non, il y aura pas dans le secteur. Et oubliez pas que il y avait pas de loi des services essentiels là. Les syndicats n'assuraient pas les services essentiels et il y avait pas la loi anti-SCAB encore parce que c'est M. Lévesque qui a passé ça plus tard. Donc on est tous dans ce contexte-là. Donc, il y avait des SCAB, il y avait des grèves dans tous les secteurs. Quand la décision de grève générale illimitée est arrivée, le gouvernement a émis des injonctions pour les hôpitaux et tout ça, mais les chefs syndicaux ont dit, vous tenez pas compte de ces injonctions-là, vous restez en grève. Ils avaient déclenché la grève au mois d'avril. Alors, c'est comme ça que finalement, ils se sont retrouvés avec un processus judiciaire. Ils avaient défié une injonction et au mois d'avril, ou peut-être fin avril, ils ont été emprisonnés. Je pense que c'était 1 an de prison qu'ils ont eu. Et ils ont fait appel. Ça a permis de les ramener tous les 3 à la table de négociation. Mais il y a eu une grogne épouvantable parce que quand les jours où ils sont allés à Orsainville, tout était bloqué ici dans le nord de la ville de Québec, les routes, etc. Puis leur emprisonnement a créé, si ma mémoire est bonne, des émeutes, même à Sept-Îles. Rambo était peut-être pas encore né où il y avait la couche aux fesses, mais il y a eu une émeute à Sept-Îles. Partout, les unités syndicales partout, par solidarité pour les 3 chefs. Bon. Alors là, il y a eu une loi spéciale. Donc, c'était beaucoup plus, violent et véhément qu'en 2023. Ça, c'est incomparable. Les affrontements, en tout cas, à Montréal, Québec, et on pense qu'on peut dire à Sept-Îles, pire à Sept-Îles, mais parce qu'il y a peut-être eu un mort, même faudrait vérifier. Mais c'était des affrontements violents avec la police, là. Et donc, une loi spéciale que M. Bourassa promulgue, imposant le retour à la fin de la grève qui avait dû durer une bonne dizaine de jours, là, 10 à 12 jours, fin de la grève, retour à la table de négociation
Et il fallait que les conventions collectives soient adoptées, sinon le gouvernement allait décréter les conditions de travail. Ah oui. Alors, Je sais pas si Martin... Mais 72, ça a été un moment... Martin, donc 1972... En effet, parce que regarde, la ville de, par exemple, l'histoire de la ville de Sept-Îles qui est paralysée, c'est effectivement, pendant 3 jours de temps, il y a pas de services qui sont rendus, les émeutiers sont dans la rue, il y a une mobilisation non seulement dans le secteur public et parapublic, mais aussi évidemment avec les gens de la RENOR qui sont présents, les ouvriers du secteur privé. Donc, c'est particulièrement marquant. Moi, j'ai un souvenir personnel. C'est le cas de ma mère. Ma mère était infirmière-chef à l'Hôtel-Dieu de Québec à ce moment-là. Ah oui? On l'a pas vue pendant 41 jours. Parce que, comme elle était cadre, elle ne pouvait pas sortir. Donc, elle est restée, elle donnait des soins aux patients qui étaient là. Incroyable, 31 jours! Et c'était la même chose, ça s'est reproduit également en 1976, parce qu'en 76, il faut dire c'est avant l'élection du Parti québécois, c'est la grève qui a duré une trentaine de jours également, encore une fois, du Front commun. Et bien, ils avaient tiré des leçons justement de la mobilisation de 1972, et ça a été beaucoup plus efficace là. Et ça a permis, entre autres, c'est un élément, le Front commun de 72, et surtout celui de 76, de l'élection du Parti québécois, parce que le Parti québécois, avec René Lévesque, avait dit qu'il y avait un préjugé favorable aux travailleurs, et ça, c'était un élément qui a mobilisé beaucoup les travailleurs du secteur public et parapublic pour voter pour le Parti québécois en 76. Donc, c'est un peu... Bien. C'est une période un peu dense, c'est une période qui est un peu dans laquelle, justement, le mouvement syndical se mobilise. Il faut dire qu'il y a un élément qui est important, c'est que la fonction publique et parapublique augmente de manière considérable au moment de la Révolution tranquille. Donc, auparavant, les secteurs de la santé, de l'éducation, il faut pas oublier que c'est le clergé qui s'occupe de ça en grande partie, surtout dans le domaine de la santé. Et lorsque la santé passe sous la responsabilité de l'État provincial, bien désormais ce sont des employés de l'État. Et avant, l'État avait une position de pas vraiment de négocier. Comme disait Jean Lesage en 65, la reine ne négocie pas avec ses sujets. Donc, ils n'ont pas eu le choix de négocier parce que la grève de 72, évidemment, ça a été un moment marquant, justement, dans le cadre des relations de travail au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Oui, donc, un an d'emprisonnement qu'ils avaient eu, les chefs, là, ils sont retournés lorsque la négociation a fini par aboutir, là, et je pense que c'était surtout des ententes sectorielles à la fin de l'année 72. Là, ça a traîné tout l'été, les négociations, là, à l'hôtel Holiday Inn à Sainte-Foy. Les journalistes, on avait un quartier général dans le lobby de l'hôtel Holiday Inn, on se relayait. Et étrangement, les négociateurs patronaux et ceux des syndicats sortaient vers 2h, 3h du matin parce qu'ils savaient que CKAC Télémédia, CJMS Radio Mutuelle et Radio-Canada avaient des bulletins à 8h le matin. Alors, ils venaient nous donner au compte-gouttes quelques petits bonbons. Alors, donc, les journalistes, on a traîné là tout l'été jusqu'à l'automne. Oui. Mon Dieu! On se plaint, nous autres, de nos négociations qui étaient longues. On retournait chez nous le soir, là. Non. Et finalement, je crois que les seuls qui ont été, dont les conditions de travail ont été décrétées, je crois que c'est les enseignants. Mais ça, là, faudrait revérifier, ma mémoire est faillible là-dessus. Mais 83 maintenant, parlons de 1983. Oui, Gisèle, juste pardon. Antoine, ajouter qu'il y a eu un effritement du côté du Front commun en même temps. La CSN, il y a eu un schisme, la création de la CSD, parce que plusieurs syndiqués n'aimaient pas l'affrontement à ce point-là, là, avec le gouvernement. Donc, ça a fait partie de l'image générale en 72-73. Là, le Front commun, lui, il semblait vraiment complet en 2023, mais c'est peut-être la FAE là, comme fédération qui va éclater avec après les votes. Là. Certains disent ça. C'est une sorte de parallèle que je pourrais faire.
Parlons de 1983. Ça a été dur aussi, 1983. Martin, pourquoi vous dites dans votre livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Brève histoire de la Révolution tranquille, que vous avez coécrit avec Stéphane Savard au Boréal, pourquoi vous dites que ça marque la fin de la Révolution tranquille, 1983? Puis c'est un affrontement syndicat-patronat. Il y a un contexte qui permet de comprendre cela. Ce contexte-là, c'est celui de la fin de la croyance générale en l'État qui est le garant du bien commun. Et ça, c'est quelque chose d'assez généralisé au moment de la Révolution tranquille qui réunit tous les Québécois et les Québécoises. On considère que l'État a un rôle à jouer dans le développement économique, dans le développement social. Qu'est-ce qui se produit à la fin des années 70 et au début des années 80? Il faut pas oublier que c'est la période de la récession économique. Et les taux d'inflation sont extrêmement élevés. Les taux d'intérêt, en 1980, on parle de 20% de taux d'intérêt. Là. C'est impensable aujourd'hui. On s'énerve parce qu'on en a 7-8, mais 20%, là, c'est particulièrement considérable, surtout quand vous avez fait l'achat d'une maison, comme bien des gens faisaient à l'époque aussi, en tant que tel. Et ça, et aussi, là, c'est l'époque du gouvernement Reagan aux États-Unis, du gouvernement Thatcher en Grande-Bretagne. Il y a des réactions particulièrement fortes contre les syndicats. Rappelez-vous, par exemple, de Reagan, quand j'ai dit 15 000 contrôleurs aériens pendant cette époque-là, en 1981. Donc, c'est une réaction qui est forte. Et ce qui arrive, c'est qu'en 1981, l'État québécois n'est pas capable. Lorsque le gouvernement Lévesque se fait réélire en 1981, on regarde les budgets, puis il n'y a pas assez d'entrée d'argent, tout simplement. Et le président du Conseil du Trésor, à l'époque, Yves Bérubé, dit « Nous n'avons pas le choix, il faut couper. » Il faut donc couper. Et il y avait déjà eu une négociation collective en 1979, avant le référendum de 1980, dans une négociation qui était assez avantageuse pour les gens du Front commun. Donc, il y avait des hausses salariales qui étaient conséquentes. Et là, ce que le gouvernement Lévesque décide de faire, devant la crise budgétaire qui se présente, il dit, on négocie, mais vous allez abandonner, justement, vos hausses qui sont prévues dans le cadre de la négociation collective de 79. Donc, on oublie ça, on fait un retour en arrière, on récupère ces sommes-là. Donc, et là, le Front commun, à ce moment-là, est un Front commun qui, il demande pas grand-chose. Il demande des augmentations salariales, mais c'est pas ces augmentations salariales qui sont importantes. Il tient également aussi au maintien des clauses normatives. Et le gouvernement Lévesque, au contraire, demande une certaine souplesse par rapport à ça. Donc, là, c'est la gradation. Il y a toute une série de lois qui vont fonctionner. La première loi, c'est la loi 70, dans laquelle on dit, écoutez, on suspend le droit de grève. Donc, vous n'avez pas le droit de faire la grève. Carrément, on suspend le droit de grève. Ça, c'était le gouvernement qui avait supposément un préjugé à l'égard des travailleurs. Donc, c'était difficile sans doute pour lui de faire ça. Ensuite, il y a une autre loi, c'est la loi 110, si je ne me trompe pas, 107. La loi 107 qui dit, là, à ce moment-là, on vous impose, en décembre 82, on vous impose des conditions de travail. Et là, on vous impose des conditions de travail, non seulement que vous n'avez pas droit à votre augmentation salariale, mais on va piger 21% dans vos salaires. Donc, il y a une réduction de salaire. Et là, les syndiqués sont furieux. À ce moment-là, plusieurs décident de déclencher la grève, et particulièrement dans le domaine du secteur de l'éducation. À l'époque, c'est encore Louis Laberge pour la FTQ, c'est Donatien Corriveau pour la CSN, et c'est encore Yvon Charbonneau pour le CEQ, pour les syndicats d'enseignants, mais les enseignants, les autres, le front. Et là, c'est à ce moment-là que la loi 111 est appliquée. La loi 111, c'est ce qu'on appelait la loi Matraque. En fait, travail, ça s'est jamais vu. Parce que on suspend la Charte des droits et libertés, la Charte des droits et libertés québécoises en matière de droit du travail. On peut imposer des congés, puis des congédiements arbitraires. Il y a une perte d'une année d'ancienneté par jour de grève illégale. Et ensuite, vous avez, c'est 20% de salaire de moins pour fin de l'année.
Écoutez, ça a été la mort du Parti québécois dans la région de Québec, par exemple. Je pense que c'est rien que Jean Charron Oui, hein? qui a passé en 85. Jean Garon, oui. Jean Garon, excusez-moi. Jean Garon C'est curieux de voir qu'en 2023, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, dans les sondages, il caracole en tête dans la région de Québec. Oui. C'est peut-être la première fois depuis 1983. Ça veut dire depuis Si je peux me permettre. Oui, Gisèle, oui, on écoute. En 72, là, la loi, je pense que c'est 19, elle aussi, elle suspendait le droit de grève, là, la loi spéciale de Robert Bourassa. Ah oui. En plus d'exiger le retour au travail, elle suspendait le droit de grève aussi. C'est important, ça, parce que vous bien de dire, c'est les droits, le droit d'un travailleur d'utiliser ce moyen de pression. Hein? C'est tout un contraste, d'ailleurs, avec 2023, où il y a une série de jurisprudences depuis 2010 qui font en sorte que c'est à toute fin pratique impossible pour un gouvernement d'adopter une loi spéciale, comme celle adoptée par Robert Bourassa en 72 et comme celle de René Lévesque en 83. Ça c'est vraiment un contraste important, n'est-ce pas, Martin? À moins de faire comme en Ontario avec le gouvernement de Doug Ford, c'est-à-dire d'utiliser la clause dérogatoire. Oui. Et ça, à ce moment-là, la clause dérogatoire, c'est... Absolument. C'est l'équivalent d'une bombe atomique, là. Et le Québec l'a déjà employé, entre autres, en matière linguistique, et ça a été la mort du lac Meech avec le rapport de force qui s'est établi par la suite. Donc, si on suspend les droits fondamentaux, nos sociétés sont marquées maintenant par le souci des droits fondamentaux. On se tourne très régulièrement vers les tribunaux pour faire valoir les droits en tant que tels. Et ça, quand vous avez, si le gouvernement Legault se tourne vers cette option-là, les conséquences risquent d'être aussi fortes que 1983. Gisèle, tes souvenirs de 1983 maintenant? Je me souviens effectivement de ce moment où, je crois que c'est tout le début de 83, où ils sont allés rechercher l'argent. Ils voulaient, M. Parizeau, M. Lévesque voulaient bien respecter leur propre signature jusqu'à la fin de l'année. Sauf que l'année financière du gouvernement va jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Alors, ils ont respecté jusqu'à la fin, le 31 décembre, mais c'est à partir du début de l'autre année, là, jusqu'à la fin du mois de mars, en 2 ou 3 tranches, ils sont allés chercher, je pense que Martin vient d'évoquer, c'était quoi, un total de 20% en différentes tranches de salaire et d'avantages peut-être, de différents avantages sociaux. Sauf que ça a fait tellement mal. Il y a des gens dans la fonction publique qui avaient été des grands militants qui faisaient du porte-à-porte pour le référendum en 80 et puis qui ont déchiré leur carte du Parti québécois. Il y a aussi, bien entendu, d'autres syndiqués qui avaient été toujours un peu sympathiques à la cause du Parti québécois, qui l'ont renié à partir de ce moment-là. Et je vous avoue que j'ai cru percevoir dans la campagne de 1995 qu'il y avait encore des relents de revanche. Là, ça faisait juste 12 ans, hein, c'est ça? ça? Oui. Ça faisait juste 12 ans. Oui. Martin, qu'en pensais? C'était particulièrement violent. Regardez, lorsque, pendant l'hiver 2083, lorsqu'on arrive pour adopter, le Conseil des ministres arrive pour adopter, discuter de la loi 111, il y a une haie de déshonneur qui est faite devant le complexe H. Et là, vous avez des syndiqués de la CEQ qui sont là avec leurs affiches, puis ils s'en prennent physiquement aux ministres. Qui sont là. Oui, est-ce que c'est pas là que René Lévesque sera qualifié de boucher de New Carlisle? Oui, exactement. Et ça a été très dur. Il en parle dans ses mémoires, d'ailleurs. Et puis, M. Lorrain avait été blessé. Pour terminer, là, j'aimerais vous demander, vous dire au fond, et vous me direz ce que vous en pensez, c'était beaucoup plus intense avant, donc 72-83, que 2023. Vous trouvez pas? Et il me semble qu'on a peut-être dramatisé, nous, avec nos grèves de 2023.
Oui, Je pense que vous touchez un Gisèle? grand point. Là. Tu touches un grand point, Antoine, parce qu'effectivement, c'était violent. Les affrontements étaient violents. Tout à l'heure, on a parlé de l'émeute à cette île. Là, c'est nettement une émeute. Je vous dis, je peux vérifier, mais je crois qu'il y a eu un mort à cette île. Ah oui. Alors, tu sais, là, on joue dur. Là. Martin, sur le fait que notre société est plus apaisée aujourd'hui, ou en tout cas, si on contraste tous ces moments forts. Ben, il y a eu des mouvements de pacification qui se sont faits parce que, d'une part, on a eu des lois. Regardez, la loi anti-scab, ça a joué un rôle extrêmement important en termes de pacification. Quand il y avait des scabs auparavant, il y avait des grèves, par exemple, à United Aircraft, qui avait duré 11 mois. Les disputes éclataient là-dedans. On se battait à coups de pancarte, ou on se battait à coups de chaise, dans certains cas. Donc, ces dispositifs de loi a joué pour beaucoup. Les négociations collectives aussi ont joué pour beaucoup. Parce que là, c'est un rituel. Vous arrivez tous les 3 ans, vous savez que dans 3 ans, vous allez avoir à renégocier une convention collective. Donc, à ce moment-là, on a le temps de se préparer. Et comme ça fait partie d'un espèce de rituel, ça calme en grande partie les tensions. Bon, il y a encore des pressions. Mais il faut dire aussi des situations comme 1983. Vous savez, vous touchez directement le portefeuille des gens. Ben oui. Lorsque les gens payent leur hypothèque pour leur maison et puis qu'ils perdent 20%, c'est un impact direct là, sur leur qualité de vie à ce moment-là. Et ça, même si on retrouve un impact important aujourd'hui dans la vie quotidienne en termes de salaire, c'est moins important que c'était en 1983. Donc, Merci beaucoup à vous deux. Je dois vous laisser, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On a 22 belles minutes de fête et c'était très agréable de faire ce voyage-là dans le passé de nos conflits syndicaux avec vous deux. Merci Martin Paquette, professeur à l'Université Laval. Merci Gisèle Galichan, et journaliste émérite de la Tribune de la Presse. Au plaisir. Bonjour merci. Martin, au revoir. Wow. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Constitutionnel avec notre invité et notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Alors, on sait que toi, tu vois de la Constitution partout. Est-ce que tu en vois dans le dossier de l'itinérance? On sait que c'est un dossier qui fait beaucoup parler actuellement, puis qui est lié aussi, évidemment, à la crise du logement. Et là, on est vendredi au moment où on enregistre et Pierre Poilievre a fait toute une déclaration là, traitant les maires de Québec et de Montréal d'incompétents en matière de logement. Mais donc, tu veux aujourd'hui nous faire ressortir l'aspect constitutionnel du dossier de l'itinérance. C'est quand même hardi. Il y a de la Constitution partout, Antoine. Et c'est pas toujours pour le mieux. C'est un constitutionnaliste qui le dit. Ah oui. C'est souvent bien intentionné, mais ça complique les choses. Puis il faut qu'on parle d'itinérance parce que le problème prend beaucoup d'ampleur. Hein. La semaine dernière, je tournais la chronique avec toi à partir de Gatineau. Oui. Je passais ensuite devant le petit ruisseau près de l'aréna Robert Guertin, là. C'est impressionnant, Antoine, le nombre de campements. Là, j'avais lu ça dans les journaux, évidemment, mais le voir, là, je le croyais pas. C'est vraiment très impressionnant. Puis c'est ça, la Constitution s'invite dans ce débat-là sous 2 angles. Il y a évidemment celui du fédéralisme. On est dans une gouvernance multiniveau. Donc, c'est à qui de décider et d'avoir aussi la capacité financière de construire des refuges, de développer du logement social. Est-ce qu'il faut faire ça à Ottawa en regardant les politiciens québécois de haut, en méprisant nos maires, ou il faut au contraire respecter ce qu'on appelle, c'est technique, la subsidiarité, c'est-à-dire prendre les décisions. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'idée que le pouvoir devrait être exercé au niveau où c'est le plus pertinent et donc prendre les décisions autant que possible le plus proche du monde. Ouais. Pourquoi l'argent en matière de logement social fait un long détour par Ottawa pour ensuite revenir à Québec pour éventuellement revenir dans les villes? C'est là qu'on voit que sous l'angle du fédéralisme,
Ben, la Constitution, dans le débat sur le logement social, la construction de refuges et toute la question du logement en général, elle Parce ne que fait pour le qu'ajouter dire, de la... pour le dire simplement, Patrick, quand on parle de constitution et de fédéralisme, c'est que la constitution dit qui fait quoi, quel C'est gouvernement ça. fait quoi. Est-ce que c'est la province, un mot qu'on n'aime pas tellement, toi et moi, ou Ottawa, hein? C'est ça. Donc, l'itinérance, c'est pas clair, là, qui est maître d'œuvre là-dedans, qui doit En agir. fait, c'est toujours le même problème, Antoine. C'est que c'est très, très clair que les affaires sociales, ça relève du local, donc du Ouais. Québec, puis Québec et ses villes. Mais le problème, c'est que la question de la dépense publique, elle, c'est le Far West. Sur la dépense publique, tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est ça. C'est la loi du plus fort. Et le plus fort, c'est souvent Ottawa. Et donc, ce que la Constitution prévoit, les affaires sociales, le logement, c'est local, c'est Québec et c'est les villes, mais c'est complètement bousillé par le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Et donc, on a une espèce de système bizarre où l'argent circule, mais il se construit rien. Et surtout, on a sur le plan politique, c'est ça qu'on a eu hier, un formidable exemple de chicane d'incompétence. Oui. Ça marche pas parce que c'est l'autre qui est incompétent, puis c'est moi, je devrais m'en occuper, mais pas ce bout-là. Je peux pas construire moi-même. Moi, je peux pas avoir l'argent, c'est l'autre qui a l'argent. Chaque Et palier ça, c'est- reproche à l'autre de pas agir, alors qu'il pourrait agir aussi. C'est ça, hein? Parfois, c'est bon du fédéralisme parce que c'est bon que des gouvernements surveillent puis n'aient pas tout le pouvoir. Mais des fois, c'est très mauvais parce que ça paralyse, ça rend ça plus complexe. Et sur le dossier du logement, c'est vraiment le cas. Mais l'autre angle, celui qui est moins connu du public, c'est que la Constitution s'invite dans le débat sur le logement en général, mais surtout ici sur la question de l'itinérance, sous l'angle des chartes. Ah, Alors les évidemment, chartes. la charte canadienne, Ouais. c'est une charte de liberté individuelle. C'est pas là en principe pour couvrir des droits économiques et sociaux, un droit au logement ou quelque chose comme ça. Mais sous l'angle du droit à la sécurité et à la vie, on commence à avoir des décisions qui disent attention les villes, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec les campements là qu'on retrouve. Il y en a partout dans plusieurs villes. Je parlais tantôt de l'exemple sur le bord du ruisseau et de l'aréna Robert Guertin à Gatineau, mais il y en a d'autres ailleurs, partout au Québec, de ce genre de campement-là. Et là, on a une jurisprudence de plus en plus abondante. Puis un peu comme on parlait la semaine dernière, le dossier de la liberté d'association, cette jurisprudence qui dit à nos responsables politiques, ça, vous pouvez plus le faire en vertu de la charte, ben ça vient changer les rapports de force, les règles du jeu. Ça vient parfois créer, on appelle ça en anglais un chilling effect, un effet de dissuasion. C'est-à-dire que l'élu qui se fait dire « tu peux pas faire ça, c'est contraire à tel droits et libertés », ben il est moins tenté d'agir parce qu'il a peur d'être poursuivi. Ça tétanise. Hein, le chilling effect, c'est ça tétanise. Oui, exactement, c'est bien dit, ça tétanise. Et on se retrouve dans une situation un peu bizarre où, si je résumais en une phrase, là, cette jurisprudence qui de toute manière n'est pas encore constante, on pourra y revenir, et ne s'est pas encore rendue en Cour suprême. Mais grosso modo, ça dit aux villes, vous pouvez pas démanteler un campement si vous offrez pas assez de place en refuge. Fait, qu'est-ce que ça produit comme effet? Le maire, là, un peu, je veux pas de problème, ben, il y a juste à pas démanteler, puis à pas construire de place en refuge, puis les tribunaux vont le laisser tranquille. Alors qu'à l'inverse, le maire qui se démène pour essayer de lutter contre l'itinérance, peut-être en développant des refuges, mais aussi en démantelant des campements quand c'est dangereux, quand il y a des risques d'incendie, quand il y a des crimes qui s'y déroulent parfois, parce que c'est quand même pas un havre de paix, là, la vie dans ces camps-là, là. Et ben lui, il s'expose à des poursuites, puis il s'expose à être obligé d'être justifié. Et c'est ça un peu l'effet de se justifier. C'est ça l'effet un peu dissuasif. C'est que si tu fais rien, t'as pas de problème. Mais si tu fais de quoi, tu vas aller devant les tribunaux. Et on a eu des exemples au Québec de poursuites dans la dernière année. La dernière, c'est à Saint-Jérôme, en janvier. Ah oui. À Saint-Jérôme aussi, il y a beaucoup d'itinérance. J'ai de la famille par là, j'ai eu la chance de le constater par moi-même. Ça s'est retrouvé devant les tribunaux à Saint-Jérôme? Exactement. C'est-à-dire que le maire veut essayer d'endiguer les campements à l'extérieur. Il prétend qu'il veut aussi aider avec des places, mais il n'y a pas beaucoup de places en refuge.
Et ça s'en va devant le juge. Les organismes qui cherchent à protéger les personnes en situation d'itinérance disent on peut pas démanteler les camps en s'appuyant sur la jurisprudence canadienne qui se développe un peu partout sur la question. Et là, dans ce cas-là, un peu à ma grande surprise, le juge à Saint-Jérôme, il a botté en touche. Il a dit je tranche pas trop sur le fond, je vous donne pas l'injonction parce que l'affaire est pas assez urgente à mon goût. Et son raisonnement est vraiment questionnable. Il dit l'itinérance c'est un problème vieux comme le monde, fait que c'est pas nouveau, donc c'est pas urgent. Je caricature à peine Antoine. Fait que je pense pas que la décision à Saint-Jérôme est destinée à faire autorité. Là, comme un petit raisonnement raccourci qui a été pris. Plus sérieusement, il y a eu 2 décisions à Montréal. Je les ai lues pour nos auditeurs dans les derniers jours. Décision de Chantal Masse et de l'autre juge, je pense que c'est le juge Nollet. Ça, c'est l'hiver et le printemps dernier. Le dossier de l'autoroute 20. Hein, tu t'en rappelles peut-être. On a des constructions, on a un gros chantier de rénovation à la sortie du tunnel Ville-Marie. L'autoroute devient un peu suspendue là sur des piliers. Et en dessous de ces piliers de béton, il y a des campements de personnes en situation d'itinérance. Et donc, un peu en plein hiver, il y a des travaux préparatoires à faire. Au début, on coexiste, là, le chantier de construction avec les itinérants, mais à un moment donné, ça ne va plus et on essaie de procéder au démantèlement. La juge Chantal Masse, ça, Antoine, c'est la même qui, durant la COVID, avait créé une exception pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, quand je dis on a une jurisprudence qui n'est pas encore stable, ben Chantal Masse, qui nous avait déjà donné un avant-goût. Elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, rappelle-nous, elle avait dit que les gens en situation d'itinérance, ils pouvaient ne pas respecter le couvre-feu. C'est ça, c'est ça. Donc, durant la COVID, elle avait rendu, à ma connaissance, la seule décision favorable aux droits et libertés et défavorable à l'État dans le dossier COVID, et elle avait fait en faveur des intérêts des personnes en situation d'itinérance. Donc, même juge a produit un peu le même résultat, ça va de soi, sa sensibilité à l'endroit de ce dossier-là a réapparu, et elle a émis une ordonnance pour suspendre temporairement les travaux. Ordonnance qui a en quelque sorte été quelques mois plus tard défait par un autre de ses collègues, si je me souviens, le juge Nollet, qui c'est toujours ça, hein, c'est toujours le même droit, mais pas tout à fait interprété de la même manière. Et là, lui, il a dit, ici, il y a des éléments contextuels importants qui font en sorte qu'il faut aller de l'avant, notamment le fait que, en tout cas, moi, cet argument-là, j'y suis sensible, c'est que l'autoroute 20, là, c'était pas un parc. C'est exemple, parce qu'il y a beaucoup de cette jurisprudence-là qui nous vient de la Colombie-Britannique puis de l'Ontario, où la crise du logement est pas mal plus antérieure à la nôtre. Et plus aiguë, Elle est plus aiguë, et elle est en ce moment plus aiguë, puis elle est antérieure à la nôtre. Et souvent, ces décisions-là étaient prises dans des espèces d'espaces publics disponibles au public, comme un parc, par exemple. Et là, effectivement, l'autoroute 20, en dessous d'un viaduc qui doit être rénové, c'est pas vraiment un parc. Et ça, c'était un élément important, je trouve, dans le raisonnement du juge Nollet. Bref, on se retrouve avec une jurisprudence qui, au Québec, a pas encore, je dirais, pris le même élan qu'en Ontario. En Ontario, début 2023, il y a eu une décision à la ville de Waterloo, que j'ai aussi lue pour le bénéfice de nos auditeurs, qui me semble être peut-être une belle synthèse de où le raisonnement le plus empathique à l'endroit de la question de l'itinérance, où on en est là avec ce raisonnement-là. Et grosso modo, c'est le raisonnement que je résumais tout à l'heure. La ville, le Québec ou le Canada n'est pas obligé de fournir des logements aux gens, mais s'il n'y a pas assez de place dans les refuges et que les gens font des campements dans un parc, on peut pas démanteler le campement et là on voit dans ces jugements qui sont probablement les plus avant-gardistes, ils sont peut-être un avant-goût de ce qui pourrait être confirmé éventuellement en Cour suprême, qu'on devient de plus en plus sévère sur qu'est-ce qu'une place disponible dans un refuge. Parce que si je dis j'ai 1000 places dans les refuges, puis j'ai 900 personnes en situation d'itinérance, pour certains, c'est donc réglé, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, on va dire non. Dans ces places-là, il y en a combien qui acceptent les animaux? Il y en a combien qui acceptent les itinérants qui sont en couple? Il y en a combien qui acceptent les personnes intoxiquées? Il y en a combien qui acceptent les personnes... Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la question de l'itinérance, là, ça vient souvent avec d'autres enjeux. Et donc, dans sa version la plus progressiste,
cette jurisprudence-là, elle ne fait pas juste regarder combien il y a de places en refuge, mais combien il y a de places en refuge pour les personnes qui ont tel et tel besoin. Ah, mon Et Dieu, donc OK, là, c'est très on voit précis. qu'il y a un Là. flou interprétatif, là. Ben oui. Et Il y a Et comme donc, une à série terme, de conditions, alors. ben ça, disons que je te donne là l'interprétation la plus favorable, si je peux dire, au non-démantèlement. Puis à la fin, c'est un problème complexe parce que est-ce vraiment une solution de ne pas démanteler les campements? Ça produit d'autres problèmes. Ce qui se passe dans les campements, parfois ça se passe pas trop mal, mais parfois c'est aussi des lieux où il peut y avoir de la violence, des agressions et tout ça. Et donc, il faut aussi être sensible là, à ces questions-là. À terme, l'itinérance est un problème majeur et qui, à mon avis, prend qui déborde maintenant sur d'autres facettes. Je lisais un reportage où on indiquait dans un rapport que 22% de la population dans un centre carcéral est une population qui a vécu ou qui va vivre l'itinérance. 22, ah oui. Donc, quand c'est important. plus du cinquième de tes détenus en prison dans certains centres, c'est comme un débordement de la question de l'itinérance. Évidemment, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours complexe, mais ça dit quelque chose. Et de façon très emblématique, la controverse sur les bibliothèques à Montréal. Quand les bibliothèques sont obligées d'avoir une politique. Oui, on rappelle là que c'est l'odeur, hein. C'est une question d'odeur là qui a mené à l'expulsion de certaines personnes qu'on imagine être itinérantes dans des bibliothèques. Il y a même un règlement qui a été adopté dans un arrondissement, si je ne m'abuse. Grosso modo, on a adopté comme une règle ou une politique pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la bibliothèque, de ne pas exclure les personnes en situation d'itinérance, mais d'imposer une espèce de test de l'odeur en précisant qu'évidemment, ce n'est que pour des situations extrêmes. Ça a fait rigoler, ça a fait jaser, ça a été critiqué, mais ça témoigne d'un phénomène. C'est que là, on a un problème qui déborde sur d'autres facettes et des intervenants qui sont pas nécessairement dédiés à gérer cette question-là, qui en sont saisis. Fait que les tribunaux, les juges sont bien intentionnés quand ils arrivent en disant on va développer une petite facette, on va mettre notre grain de sel dans le débat. Mais si ça produit l'effet que je crains, c'est-à-dire de dire ben là, on s'en mêlera plus parce qu'on va se faire poursuivre dans les tribunaux. Et donc, on développe pas trop de place dans les refuges, puis on démantèle pas, puis on fait juste laisser aller pour pas avoir de problème. Mais ça, on pourrait dire, si c'est ça qui ça produit, la jurisprudence dont on parle, je suis pas sûr que c'est pour le mieux. Les juges sont conscients. On pourrait dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions et la jurisprudence aussi. Absolument. Et les juges eux-mêmes, là, notamment Chantal Masse et le juge Nollet, ils ont des petits passages pour rappeler que c'est pas nécessairement à eux, mais plutôt aux élus puis aux électeurs de gérer le problème. On veut pas tomber dans un gouvernement des juges. On sait que les juges, c'est pas les mieux placés pour gérer des budgets, mais malgré tout, face à la situation in extremis, on nous demande une ordonnance. Est-ce qu'on peut démanteler? Ils peuvent pas s'en empêcher, Patrick. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils peuvent pas, c'est plus fort. C'est le juge de notre époque qui est pas capable de se limiter. Hein, c'est ça. Exactement. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle et itinérance. C'était vraiment intéressant. Merci, Patrick. Merci, Antoine. Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, où on le joignait aujourd'hui. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.